Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. C'est le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ses pays. Le vice-président de la République, Tiemoko Melia Kone, a reçu les ambassadeurs d'Arabie Saoudite, du Royaume-Uni et des États-Unis. Avec ces diplomates, outre les relations bilatérales, il a été abordé les questions liées à l'actualité nationale et internationale. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football à la primature, Deron Mosengo Mbar, d'y être venu pour la formalisation de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2023 en Côte d'Ivoire. Il s'est réjoui de l'avancement des travaux et salue l'engagement permanent du gouvernement qui entend réussir cette CAN. À peine élu le mardi, le nouveau président de l'Assemblée nationale à la tâche, Adama Bictogo, a rencontré le Premier ministre Patrick Achi, le président du Sénat, Jano Aoussoukwadio, et la grande chancelière. Une démarche du chef de la Chambre basse du Parlement qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée de gratitude, non sans partager sa vision pour le rayonnement des institutions. Appelées femmes militantes, femmes engagées, femmes politiques, les maires présentes dans l'arène politique sont unanimes. Dire aux plus jeunes qu'on peut être une femme politique et réussir sa vie de maire. Des plus connues, au moins célèbres, les femmes du PPACI, UDPCI, FPI, RHDP lèvent un point de voile dans le dossier politique, assure dans ce journal. Le vice-président de la République s'est entretenu avec 3 ambassadeurs, les ambassadeurs d'Arabie Saoudite, du Royaume-Uni et des États-Unis. Avec Tiemoko Melia Kone, ils ont parlé de la nécessité de renforcer les liens de coopération. On le voit avec Awa Touré. En fonction en Côte d'Ivoire depuis octobre 2019, l'ambassadeur des États-Unis, Richard Bell, continue de s'imprégner de la vision du vivre ensemble du président de la République, Alassane Ouattara. Une vision qui, selon lui, est un vecteur de paix et de cohésion. Venu présenter ses civilités au vice-président de la République, le diplomate américain a longuement évoqué avec lui les questions liées à la réconciliation nationale avant de faire un tour d'horizon des derniers développements de l'actualité nationale et internationale. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie et que la vision éclairée de l'importance de la paix sociale et du vivre ensemble dans un climat apaisé où tout le monde peut compter sur un traitement équitable, ça, c'est vraiment la clé de la réussite. Et je vois que de part et d'autre, mouvance présidentielle et opposition, la classe politique de Côte d'Ivoire semble vraiment partager cette vision et je ne peux qu'encourager cela. La diversification et le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni au centre des échanges entre le vice-président de la République, Tiemoko Melia Kone, et la chef de la mission diplomatique du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire. Nous avons parlé bien sûr sur les liens entre le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire et comment nous pouvons augmenter ces liens, renforcer les rapports dans plusieurs domaines. Le secteur privé, le développement, la santé, l'éducation, l'économie et tout ça. Nous avons parlé aussi un peu sur la situation actuelle dans le monde et dans la région aussi. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite est pour sa part venu transmettre les salutations et féliciter le vice-président de la République pour sa nomination. L'occasion aussi de passer en revue les accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. J'ai eu l'occasion de rencontrer aujourd'hui Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, d'abord pour lui transmettre les salutations des autorités saoudiennes et lui féliciter Monsieur le vice-président de la République pour sa nomination à ce poste. Et on a évoqué les relations et la coopération qui existent sérieusement entre les deux pays et les moyens de renforcer cette coopération davantage.
Le diplomate saoudien s'est par ailleurs félicité de l'excellence des relations de coopération entre les deux pays. Il entend par ailleurs contribuer au développement des échanges entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie saoudite. Et après ce diplomate, le vice-président de la République a aussi échangé avec l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, l'UE, qui est aussi un partenaire important du pays dans la réalisation des objectifs de développement. Job von Kirchmann a dit que Timo Komelet connaît sa détermination à continuer à fructifier cette coopération. Viviane Aimé. L'ambassadeur de l'Union européenne, Job von Kirchmann, a félicité le vice-président Kone Tiemoko Melie pour sa nomination. Il lui a réaffirmé par la même occasion l'excellence des relations de coopération entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. On a un peu parlé d'abord de l'Union européenne et justement de cette relation qui est une relation qui s'est changée pendant ces dernières années vers un vrai partenariat où aujourd'hui on suit la Côte d'Ivoire dans ses stratégies, dans ses visions, et on les fait avec grand plaisir parce que ça s'inscrit aussi dans les valeurs et dans les intérêts qu'on partage avec la Côte d'Ivoire. Après, on a parlé globalement de la situation économique. Récemment, on a vu avec grand intérêt que la Côte d'Ivoire était reclassée, a monté un classement économique par Bloomfield, qui maintenant est un risque faible pour l'investissement. Donc, justement, j'ai posé la question, comment est-ce possible ces avances qui étaient faites surtout au niveau macroéconomique? Et le vice-président a bien expliqué que c'était vraiment un ensemble de la politique monétaire qui était menée par l'UEMOA, ensemble avec la politique économique de la Côte d'Ivoire, qui a permis une croissance directement après le Covid de plus que 7%. Une telle performance réalisée en très peu de temps après la grave crise sanitaire engendrée par la Covid-19 a félicité l'ambassadeur de l'Union européenne. On poursuit en sport à la primature et on parle de la CAN 2023. Le Premier ministre a reçu le secrétaire général de la Confédération africaine de football. Véron Mosengo-Omba est venu pour la formalisation de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2023, ici même en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a rassuré la CAF de son engagement à réussir cette compétition. Alexis Ouedraogo. En juin 2023, la Côte d'Ivoire abrite la CAN. Les travaux pour accueillir l'événement vont bon train. Ce jeudi, à la primature, le secrétaire général de la Confédération africaine de football a été reçu par le chef du gouvernement. Véron Mosengo-Omba a remis aux autorités le cahier de charge de ce rendez-vous. Donc, les trois instruments sont les lettres de garantie du gouvernement qui soutient et s'engage auprès de la fédération pour la livraison de la CAN 2023. Et puis le contrat d'accueil, comme on dit en anglais, host agreement, qui mentionne les conditions et termes d'organisation de la CAN. Et puis évidemment, le document final qui confirme cet engagement qui va être signé, qui crée aussi le LOC, qui signe entre le LOC, la fédération et puis le gouvernement. La CAF se dit par ailleurs très satisfaite de l'état d'avancement des travaux en cours. On aura une CAN exceptionnelle. Je dis pas ça parce que je suis ici. Les indices d'une compétition exceptionnelle, l'engagement des autorités, l'engagement sans faille, la qualité des infrastructures et puis évidemment l'accueil de son peuple. Donc avec ces ingrédients, on peut avoir une CAN qui est magnifique. Patrick Hachi lui réaffirme la détermination du chef de l'État et celle du peuple ivoirien à offrir au continent une CAN exceptionnelle. Et la CAN sur le rectangle vert, c'est la poursuite des éliminatoires. La Côte d'Ivoire, pays hôte, donc déjà qualifié, était face aux Lesotho. Les éléphants n'ont pas réussi face aux crocodiles. Les hommes de Gassé calent à Soweto. La rencontre disputée en Afrique du Sud, soldée par un match nul, 0-0. Le résumé avec Hassen Kwasi et Sojans Liver. Les éléphants de Côte d'Ivoire peuvent nourrir des regrets. Opposés aux Lesotho pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023, Serge Aurier et ses coéquipiers n'ont pu faire mieux qu'un match nul face à un adversaire classé 145e FIFA. Un match que les pachydermes démarrent pourtant idéalement avec le coup franc de Max Alain Gradel, mais le gardien du Lesotho repousse pour plus de précautions.
Dans la foulée, Serge Aurier est tout proche d'ouvrir la marque, mais rien d'inquiétant pour le dernier rempart des crocodiles. Gênés considérablement par l'impact physique des joueurs du Lesotho, les poulains de Jean-Louis Gasset atteignent la pause avec un score vierge. Loin d'être démotivés, les éléphants accentuent la pression en seconde période, mais peine perdue. Malgré les 86% de possession de balles, ils ne parviennent pas à trouver la faille. 0-0, score final. La Côte d'Ivoire est tenue en échec par une vaillante équipe du Lesotho. Et l'actualité, c'est aussi le nouveau président de l'Assemblée nationale qui démarre ses activités. Il a été reçu par le Premier ministre Patrick Achi. Adama Bictogo est allé remercier le chef du gouvernement pour son soutien. Le nouveau patron de l'hémicycle a également échangé avec le président du Sénat, Jean-Noël Kouadio, sur le renforcement de la coopération entre les deux chambres. Il s'est également rendu chez la grande chancelière. Le point de ces rencontres avec Moussa Konaté. 72 heures après son élection à la tête de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo est à la tâche. Le nouveau patron de l'hémicycle a eu ce jeudi une séance de travail avec Jean-Noël Kouadio, le président du Sénat. Les deux chambres du Parlement ivoirien s'engagent à renforcer leur collaboration. Le Parlement en marche. Nous sommes venus avec beaucoup de joie, beaucoup de fraternité, toutes nos bénédictions pour accompagner le président Adama Bictogo et accompagner l'Assemblée nationale dans ce travail d'élaboration, de confection des lois, mais aussi du contrôle des politiques publiques. Notre calendrier qui va donc être élaboré prendra une place importante dans nos relations. Nous n'attendrons plus qu'il y ait un congrès pour que nous nous réunissions. Il y aura donc des rencontres formelles entre les deux chambres pour analyser les grands dossiers de l'État, mais surtout pour raffermir encore plus nos relations. Après cet échange, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu chez la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Adama Bictogo est venu présenter son élection à celle qu'il considère comme un modèle. Madame la grande chancelière reste pour nous un modèle, une boussole pour notre génération, les générations futures, par son histoire, par son parcours politique. Elle est aujourd'hui une caution morale. L'acte que viennent de poser les députés en m'élisant, en mettant en avant le principe du consensus, sont une des valeurs qui constituent son ADN. Madame la grande chancelière a toujours voulu obtenir par le principe du compromis, du consensus. Le nouveau président de l'Assemblée nationale a aussi été reçu ce jour par le Premier ministre Patrick Achi. Il a exprimé ses remerciements au chef du gouvernement pour son soutien à son élection à la tête de l'Assemblée nationale. Les ministres des Affaires étrangères et de la Justice de la CEDEAO sont en conclave à Accra, au Ghana. L'enjeu de cette réunion est la révision du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest. La délégation ivoirienne est conduite par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, avec à ses côtés le ministre de la Justice, Sanson Kambile. Jean-Claude Brou, président de la commission de la CEDEAO, a ouvert les travaux. Les experts commis à la production d'un document de consensus depuis septembre 2021 devront le soumettre au ministre pour analyse et validation avant la prochaine conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Le compte rendu complet de ces assises dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial à Accra, Michel Digré. Le réseau mondial des experts du développement économique et social est une ONG œuvrant dans les domaines humanitaires, socio-économiques et culturels. L'organisation étend ses activités dans le monde. Ce jeudi, le bureau d'Abidjan a été inauguré. À travers sa présence en Côte d'Ivoire, ce réseau compte apporter un soutien important aux populations au niveau de l'éducation, de la santé et de l'autonomisation des femmes. Khalid Diomandé, Franck Adio. L'ONG REMED, Réseau mondial des experts du développement économique et social, pose officiellement ses valises en Côte d'Ivoire. Cela se matérialise par ce siège inauguré par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Et pour l'occasion, Marc Rivesta Kwasi, nouveau représentant pays du REMED, porte la responsabilité de la mise en œuvre des actions de cette organisation humanitaire en Côte d'Ivoire. Nous avons pour objectif de venir en aide aux populations locales parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. L'État ivoirien peut compter sur REMED. Et d'ailleurs, on est très content de vous dire qu'on a donné le premier coup d'envoi de la construction des centres de santé d'Anono et tout le matériel en termes de premiers besoins pour que ce bâtiment voie le jour.
et sachez que vous avez notre appui jusqu'au bout. Le ministre d'État Koubina Kwasi Adjoumani Parrain se réjouit de l'implantation de l'ONG Remède en Côte d'Ivoire. Ce réseau, selon lui, viendra soutenir les projets de développement du gouvernement en faveur du bien-être des populations. Vous avez décidé de vous mettre au service du monde entier. La guerre en Ukraine pose d'énormes problèmes et Remède sera sollicité pour trouver des remèdes à l'ensemble des difficultés dues à cette crise. Remède est salutaire pour nos populations. Le réseau mondial des experts du développement économique et social, Remède, compte à ce jour plus de 250 membres présents sur tous les continents. Seulement 2 ans après sa création, plus de 10 000 élèves en Côte d'Ivoire ont bénéficié de manuels scolaires pour leur année académique. Et au niveau de l'enseignement supérieur, un système de transfert de crédit en Afrique pour la mobilité internationale et la reconnaissance académique. Une rencontre à Abidjan sur l'importance de sa mise en œuvre. Les partenaires et les responsables du secteur réunis avec la participation du ministre Adama Diawara. Le reportage de Patricia Omouetia. Le programme de mobilité universitaire reflète l'ambition de l'Union africaine de construire un continent intégré au moyen d'un système d'enseignement harmonisé. Le système d'enseignement supérieur et de la recherche est confronté à des difficultés, notamment le manque d'instruments pour faciliter la comparabilité des qualifications et du développement d'un système de transfert du crédit accordé et reconnu. Après les réflexions menées entre la Commission de l'Union africaine et la Commission européenne, plusieurs organisations se sont penchées sur la problématique. On fait un grand travail d'appui pour les systèmes d'assurance qualité, surtout les agences nationales d'assurance qualité en Afrique, dans toute l'Afrique, 5 régions. Et aussi, on appuie les systèmes qui sont en train de former, de développer leurs propres agences d'assurance qualité. L'objectif de cette rencontre est donc de mettre en place un système commun de transfert de crédit qui puisse être reconnu au niveau national, régional et continental. Au niveau de nos parcours de formation, on a ce qu'on appelle les unités d'enseignement, si vous voulez les matières, qui ont toutes des poids qu'on appelle le nombre de crédits. Et une fois qu'on a défini le nombre de crédits et l'unité d'enseignement, ça correspond à un volume total d'heures, de cours et autres. Mais le tout, c'est de savoir maintenant comment est-ce qu'on affecte ce volume total entre les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques, les séminaires et surtout le travail personnel de l'étudiant. Il faut des travaux de cette nature-là pour que ça soit harmonisé. L'harmonisation et la standardisation de l'enseignement supérieur, conformément à la stratégie d'harmonisation de l'enseignement supérieur de l'Union africaine, apportera une expérience spécifique pour la mise en œuvre du cadre panafricain d'assurance qualité et d'accréditation et contribuera fortement à l'intégration régionale. Et on va s'arrêter un instant sur ce document. Elles sont appelées militantes, femmes engagées, femmes politiques. Les mères présentes dans l'arène politique sont unanimes pour dire aux plus jeunes qu'on peut être une femme politique et réussir sa vie de mère. Alors comment arrivent-elles justement à concilier les deux? En Côte d'Ivoire, elles sont nombreuses, que l'on peut d'ailleurs citer, on le verra justement, et elles font partie des femmes politiques les plus influentes sur l'échiquier national, des plus connues, au moins célèbres. Les femmes du PPACI, UDPCI, FPI, RHDP lèvent un coin de voile sur leur vie de mères et de femmes militantes engagées. Les mères dans l'arène politique, c'est le dossier politique de ce soir avec Sidonie Davila. Mes 5 enfants, je les ai suivis, je les aidais pour faire leurs devoirs. Je les mettais au lit à 8 heures du soir. La fonction de mère doit passer avant la fonction de femme politique. Simone Eivé Gbagbo est cofondateur du Front populaire ivoirien FPI, parti au sein duquel elle a longtemps occupé le poste de vice-présidente. Son rôle de femme, l'assumer, a toujours été pour elle une priorité. De temps en temps, je les envoie au cinéma, etc. Les enfants sont heureux. Les enfants, il ne faut pas grand-chose pour les rendre heureux. Il faut justement qu'ils sentent que maman est là. Et le mari aussi. Nous deux, on était dans la politique, donc il fallait qu'il comprenne. Mais de temps en temps, il faut lui faire le bon plat qu'il aime. Sa sauce graine avec son riz. Il faut lui faire ça, bien faire ça. Comme ça, au moins le dimanche, il est satisfait de manger la nourriture de son épouse. Anne-Désirée Ouloto est engagée depuis les années 90 en politique au sein du Rassemblement des Républicains, devenu RHDP. Pour cette militante qui œuvre depuis longtemps
Aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara, son engagement politique demeure un atout pour l'équilibre familial. La mère, c'est la sécurité de la famille. Les enfants ont besoin de leur maman quand ils reviennent de l'école. La maman doit aller à l'école, s'assurer donc du bon comportement de son enfant, s'assurer donc de ce que l'enfant travaille bien à l'école pour rencontrer les professeurs. Fort heureusement, aujourd'hui, ce sont des missions qui sont partagées dans le couple. La mère et le père peuvent chacun à tour de rôle se rendre à l'école. Je crois que c'est cette conciliation des deux dans le couple, du père et de la mère, ce jeu de rôle qui va permettre donc à la mère d'assumer pleinement ses missions de politique, de femme politique. La mère, c'est cette touche maternelle, pleine d'affection pour sa famille. Et l'engagement de ces femmes politiciennes tend à le démontrer. La secrétaire générale adjointe de l'UDPCI, Evelyne Talikpon, a su concilier vie familiale et vie politique. Quand je dois sortir de la maison, le matin, je m'assure que tout se passe bien, que mes enfants ont pris leur petit déjeuner, mon époux, tout va bien à son niveau et que tout ce dont ils ont besoin à la maison, tout est mis en place. Et je le fais, je m'occupe des enfants. Je m'occupe même, souvent quand je suis là, je fais le ménage chez moi à la maison. En Côte d'Ivoire, l'entrée des femmes en politique s'est faite progressivement. Elles ont fini par s'imposer. Mais cette adéquation ne les met pas à l'abri des sacrifices intimement liés à la vie politique. Tu dois aller par exemple à un meeting et puis tu vois ton enfant qui ne veut pas te laisser partir. C'est un peu difficile quelquefois, mais on est obligé de le faire parce que nous avions décidé de faire la politique. Au début, lorsque nous avons créé le Front populaire ivoirien en 1990, vous savez, pendant 6 mois, j'étais obligée de déménager mes enfants dans la maison d'une amie. Parce qu'on recevait ici des Ivoiriens qui étaient intéressés par ces projets politiques. En 2000, quand il y a eu les élections, mon candidat a appelé à descendre dans la rue. Et moi, j'étais parmi ceux qui sont descendus dans la rue. Et arrivé quelque part, on a rencontré un barrage de militaires. Bon, quand ils ont fait la sommation, tout le monde courait. Moi, je suis resté là, mais il y a un qui est venu me faire un crochet. Puis je suis tombé. Et il a commencé à me chicoter. Et il me chicote et je dis, ah Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Il dit, mais pourquoi c'est le Seigneur que tu appelles? Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a fait venir dans la rue? Toi, une mère de famille, au lieu de rester pour t'occuper de tes enfants, tu cherches quoi dans la rue ici? Je dis, si je suis dans la rue, c'est pour l'avenir de mes enfants. Quand la femme est convaincue de ce qu'elle fait, rien ne peut l'arrêter. Conjuguer vie politique et vie familiale n'est pas chose aisée. Le réussir dépend d'une bonne organisation, d'une bonne communication, selon ces femmes. Dans toute chose, si tu n'as pas une organisation rationnelle autour de toi, tu ne peux pas avancer. Mais il faut aussi avoir une vision. Et moi, j'ai toujours travaillé par objectif. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau du foyer, que ce soit même au niveau de mes entreprises, je fais de sorte qu'il n'y ait pas vraiment, qu'on ne sente pas mon absence. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut communiquer, il faut rester à l'écoute de sa famille et donc il faut les emmener à comprendre l'importance de ce qu'on fait. Malgré les barrières de tous ordres, les femmes ont toujours su tirer profit des avantages liés à leur fonction de mère et de femme politique. Les barrières existeront toujours pour empêcher la femme de s'engager pleinement dans la politique, mais il faut le courage. Être mère et faire de la politique, je pense que ça va de soi. C'est le prolongement de notre état de femme, de notre statut de mère. Et moi, je suis bien jalouse de cela et je compte donc mettre à profit mon positionnement de mère dans ma vie politique et dans tout ce que j'entreprendrai au service de ma nation. La nation compte énormément. Il faut mettre la nation avant ses intérêts personnels. Parce que quand vous avez mis la nation, vous avez ennobli votre investissement. À partir de ce moment-là, tout ce qui peut vous arriver après là, vous êtes armé spirituellement, intellectuellement, moralement, vous êtes armé pour supporter et pour tenir. Voilà, c'est ça que je leur donnerais comme conseil. Il ne faut pas se lancer
dans un projet quand on n'a pas de maîtrise d'abord de son projet. Le terrain politique en Côte d'Ivoire reste dominé par les hommes, mais les femmes gardent l'espoir de changer la donne. L'adoption de la loi sur la parité est celle qui favorise la représentativité de 30% de candidates dans les assemblées élues, devrait les y aider. Les femmes dans l'arène politique, c'était le dossier politique de ce soir avec Sidonie Davila. Et ce soir encore, on fait un point de l'actualité sur la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré 17 nouveaux cas de Covid-19 sur 817 échantillons prélevés, 20 guéris et 0 décès à la date du 9 juin 2022. La Côte d'Ivoire compte donc 82 364 cas confirmés, dont 81 504 personnes guéries, 799 décès et 61 cas actifs. Au total, 14 311 054 doses administrées contre la Covid-19. Et la journée mondiale des océans célébrée hier 8 juin en Côte d'Ivoire. La célébration officielle a eu lieu à Brafédon, c'est dans la commune de Grand Laou. À cette occasion, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a présenté les actions menées pour lutter contre la pollution marine et la protection de l'espace marin. Et puisqu'on parle de l'océan, rendons-nous à Rabat au Maroc pour voir la première réunion ministérielle des États riverains de l'Atlantique. Le royaume chérifien a invité 21 pays pour participer à cette rencontre. Elle vise à concevoir une vision africaine commune sur cet espace vital et défendre les intérêts stratégiques du continent. La délégation ivoirienne à cet important rendez-vous est conduite par le ministre des Transports, Amadou Koné. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Rabat, Jean-Louis Gbangbo et Zakaria Traoré. Rabat, la capitale marocaine transformée ce 8 juin en capitale de l'Atlantique. La ville accueille, à la faveur de la Journée mondiale des océans, la première réunion des ministres des États africains riverains de l'Atlantique. Un espace dont l'importance stratégique n'est plus à démontrer. Notre espace concentre 55% du PIB du continent. Nos économies réalisent 57% du commerce continental. Notre espace est une aire de mobilité et un lieu de brassage culturel et ethnique. Nos espaces maritimes recèlent d'énormes ressources biologiques et non biologiques. L'Afrique atlantique, qui reste un espace de convoitise et de compétition, ne reçoit que 4% des flux d'investissements directs étrangers contre 74% pour les pays de la rive nord. D'où cet appel à l'union sacrée autour de cet espace. S'approprier effectivement l'Atlantique, une vision à laquelle adhère pleinement la Côte d'Ivoire, qui est venue, comme tous les 21 États, écrire l'avenir de l'Atlantique à Rabat. La façade atlantique africaine est très peu évoquée. On parle des regroupements qui se font autour de la Méditerranée, des regroupements qui se font autour du Pacifique. Mais en ce qui concerne l'Atlantique, à part l'Amérique latine, donc côté africain, donc il n'y a rien, alors que c'est un espace qui est important, d'échange qui est important. Il faut aller au-delà de coopération entre États riverains, mais de se considérer comme des peuples d'une seule entité, donc qui est la façade atlantique. Une déclaration a sanctionné cette réunion ministérielle, dénommée Processus afro-atlantique de Rabat. Elle consacre une vision autour de puissantes thématiques comme la sécurité, l'économie bleue et la connectivité maritime et de l'énergie, ainsi que le développement durable et l'environnement. Et du Maroc, revenons en Afrique de l'Ouest, précisément au Togo. La cessation du statut de réfugié pour les Ivoiriens partout dans le monde sera prononcée le 20 juin 2022 et prendra effet dès la fin du mois. Plusieurs acteurs, sinon facteurs, ont milité en faveur de cette décision. Des Ivoiriens au Togo viennent justement de recevoir leur passeport. Walter Amadou Ouattara. La création d'un ministère dédié à la réconciliation et à la cohésion nationale en mars 2021, le retour des dirigeants de l'opposition de premier plan depuis février 2021, dont l'ancien président Laurent Gbagbo, des actions fortes du gouvernement de Côte d'Ivoire qui ont concouru à la cessation du statut de réfugié pour les Ivoiriens partout dans le monde. Une décision qui sera prononcée le 20 juin 2022.
En attendant cette date, le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration et de la diaspora œuvre pour le retour des Ivoiriens encore en exil. De concert avec le ministère de l'Intérieur, l'ONESI et la SNEDAI facilite l'établissement des documents administratifs y afférents. À Lomé, dans le camp des réfugiés ivoiriens, les équipes sont à pied d'œuvre pour la production des passeports. Des exilés expriment leur joie de se voir délivrer le précieux sésame. C'est un sentiment de satisfaction. Après 11 ans passés à l'étranger, je suis fier d'avoir la possibilité d'avoir les documents de mon pays qui vont me permettre de circuler en toute liberté. J'aimerais demander aux autres de venir nous faire massivement l'enrôlement pour que tout un chacun puisse avoir son document. Notre pays a pensé à nous en nous remettant ces documents. Bon, nous remercions tous les responsables qui ont mis tout en place pour que cela puisse se faire. Pour rappel, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, séjournera en Côte d'Ivoire en marge de la cérémonie officielle de cessation de la clause du statut de réfugié ivoirien dans le monde. Et vous savez ce deuil qui frappe le cinéma ivoirien, décédé le dimanche 5 juin 2022 à Abidjan. Le cinéaste Lansini Kramo Fadiga inhumé ce jeudi au cimetière de Williamsville. Mais avant, à la levée du Coran, il a eu droit à la reconnaissance et à l'honneur de la nation. Une marque qui magnifie ses œuvres ayant contribué à l'avancée du 7e art en Côte d'Ivoire. C'était en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, Issa Tionaïo. Lansini Kramo Fadiga conduit à sa dernière demeure ce jeudi. Le cinéaste, décédé le dimanche 5 juin dernier, a été inhumé au cimetière de Williamsville. Mais avant, il a reçu les honneurs de la nation ivoirienne lors de la levée du corps à Ivosep à Trécheville pour saluer sa contribution à l'évolution du cinéma en Côte d'Ivoire. Prières, invocations à Allah et témoignages ont marqué la cérémonie. Je prendrai un bâton de pèlerin pour suivre, pour faire tous les tours, pour rendre un hommage au maître Fadiga Kramo. Notre prix aura le nom Fadiga Kramo, le prix Fast TV Fadiga Kramo. Quand vous regardez Wariko, vous voyez que c'est une histoire racontée, tout en bout en images. Et à travers sa filmographie, il a transmis son savoir-faire. Et je crois qu'il a laissé des marques. Et en regardant ce film, on pourrait s'inspirer. Présente à la cérémonie, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, a salué la mémoire d'un grand bâtisseur et talentueux cinéaste ivoirien. La Côte d'Ivoire a brillé ce jour au firmament du cinéma africain à travers son œuvre Djeli, conte d'aujourd'hui. Un moment historique pour notre nation. Quelle fierté pour la Côte d'Ivoire, car Elhadj Fadiga Kramo Lansini venait ainsi, à 33 ans, d'apporter la toute première et prestigieuse consécration cinématographique à notre pays. Malgré ce trophée continental, il est resté humble, disponible et respectueux. Une qualité morale qui est la marque de ceux qui veulent se parfaire. Pour rappel, Lansini Kramo Fadiga est le cinéaste ivoirien à avoir ramené au bord de la lagune Ébrié en 1981 le premier Grand Prix étalon du Yedenga avec son film Djeli lors du 7e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Et voilà pour le clap de fin de la vie de cet homme qui aura marqué le 7e art africain. On va terminer avec le sage qui nous apprend justement qu'un seul ami qui comprend tes larmes est beaucoup plus précieux que plusieurs amis qui ne connaissent que ton sourire. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h demain, 20h. Retrouvez Marie Longoura.